Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Malaika Télévision pour Le Vent de la Liberté, votre tout nouveau magazine d'enquête et investigation sur les sujets d'intérêt commun ainsi que les sujets de la vie au quotidien. Violence sexuelle, violence conjugale, tribalisme, abus de pouvoir, abus de confiance ou détournement de fonds ainsi que tous les dérapages de la vie au quotidien avec pour objectif d'écouter, de comprendre et de rétablir la vérité des faits ainsi que l'égalité des chances et la liberté de chacun. Le Vent de la Liberté vous dit ce soir que vous êtes parfois victime par votre silence. Vous êtes victime par tout ce qui vous arrive juste parce que vous n'avez pas dénoncé. Et ce soir, nous vous donnons une opportunité d'agir. D'agir peut-être pour vous, mais d'agir aussi pour ceux qui vous entourent. Et ce soir, le Vent de la Liberté décolle. En cet instant précis, nous vous donnons un numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre pour dénoncer l'injustice. Nous vous donnons nos adresses Facebook ainsi que nos adresses WhatsApp et Twitter afin que tous les jours, nous puissions partager ensemble et dénoncer l'injustice parfois dont nous sommes victimes, mais aussi l'injustice dont nous sommes les témoins privilégiés. Vous regardez Malaika Télévision, c'est un énorme plaisir de vous retrouver ce soir et tout de suite commence le Vent de la Liberté. Jobless. Nous sommes tous acteurs de notre avenir, tous acteurs du changement. L'avenir, c'est maintenant. Lèvons-nous au nom de la liberté. Le vent de la liberté. Mes parents m'ont abandonné et aussi la société. Tout ça doit changer. La liberté. Battons-nous pour la justice, battons-nous pour nos droits, battons-nous pour notre bien-être, battons-nous. Le vent de la liberté. Aujourd'hui toute ma famille est dans la rue à cause d'une spoliation. Le vent de la liberté. Moi abusé sexuellement par mon patron, prétend d'être un intouchable. Le vent de la liberté. Mon père a été victime des tribalismes et a perdu son emploi, ça doit changer. Le vent de la liberté. Chacun de nous est unique, chacun de nous a sa mission. Il est temps, aujourd'hui, accomplissez la vôtre, au nom de la liberté. Le vent de la liberté. Regardez Malaika Télévision à l'instant, mesdames et messieurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans ce magazine spécial. Je vous rappelle, un magazine d'enquête et investigation qui va en profondeur des sujets de tous les jours, des sujets de notre vie quotidienne. Ce soir, le Vent de la Liberté pénètre en profondeur une affaire qui fait parler d'elle à Lubumbashi et un peu partout en République démocratique du Congo, l'affaire de la profanation et la spoliation du cimetière Penga Penga. Les questions principales: qui a vendu les terres du cimetière Penga Penga, favorisant une profanation des tombes à grande échelle? Et quelle est la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire, de la chaîne administrative à la responsabilité citoyenne des occupants du cimetière Penga Penga? Et comment est-il possible de réparer les dommages des victimes et protéger ce cimetière afin que le pire n'arrive plus? Ces questions seront donc analysées en profondeur avec des dénonciations, vous allez le voir, des témoignages ainsi qu'une série de documents que brandissent en ce jour jusqu'aujourd'hui les citoyens qui continuent d'ailleurs à clamer leur innocence. Et donc ce soir, pour aborder ce sujet, je partagerai ce plateau avec des invités dont M. Detou Katuta, qui est le coordonnateur du Collège des chefs de division et conservateur du Grand Katanga. M. Detou, bonsoir. Bonsoir. Ce soir également, M. Jean-Luc Kayoko sera notre invité sur ce plateau. M. Jean-Luc qui est team leader de la société civile ainsi que coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant sur la décentralisation et les finances publiques. Monsieur Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Et donc bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine. Vous avez la possibilité d'interagir, d'envoyer vos questions pour que nous puissions ensemble faire jaillir la vérité sur ce plateau. Le 1er août dernier, Lubumbashi découvre avec stupeur sur les médias et les réseaux sociaux des images qui choquent
du cimetière Penga Penga, des tombes entièrement profanées, une spoliation qui a laissé ses traces malgré les démolitions de la mairie faites quelques jours avant. Cette affaire a suscité de l'amertume et une colère profonde des visiteurs et des victimes de cette profanation qui ont donc décidé de piller et de démolir tout autour du cimetière. Retour donc à l'image de cette journée du 1er août, pas comme les autres, avec Chanel et Gaël Ndaï. Déception et désolation au cimetière populaire Penga Penga à Lubumbashi. Le 1er août, une journée consacrée aux morts en République démocratique du Congo. Ici, les tombes sont vides. C'est une profanation choquante à grande échelle qui sévit dans cette nécropole, l'une des plus grandes de la ville. Les habitants ayant perdu des proches, venus à cet endroit, découvrent leurs tombes saccagées. Aucun respect des morts. Pourtant, le corps est le temple de l'âme, il lui faut un minimum de respect. Sur place, nos enquêteurs constatent que ce patrimoine est en voie de disparition. Puisqu'il est au cœur des affaires qui rapportent de l'argent, il s'agit de la profanation des tombes et la spoliation. À cet effet, plus de 450 maisons ont été construites sur le tombe dans ces vieux cimetières de la Gécamine. Par ailleurs, ces maisons étaient détruites et pillées. Il faut savoir que le cimetière a été le théâtre de plusieurs scènes le 1er août, de scènes des violences, mais aussi des affrontements entre ceux qui sont venus arranger les tombes de leurs proches face aux habitants du quartier Mumbunda, précisément du site Montfleury. Victime de destruction et de vandalisation, ce dernier voit une main noire dans l'affaire. D'après une victime qui s'apitoie sur son sort, les maisons, construites à quelques mètres du cimetière, sont dans les normes. Elle se pose plutôt la question de savoir pourquoi les gens ne peuvent pas visiblement voir les limites du cimetière et celles du quartier. Et avènement à Tuburi, inanza depuis 2012. Mutalamuka asubuhi munakuta tombo basha kuivunja. Munalamuka asubuhi munakuta tombo ya kuvunjika. Banani banazoivunja. Atubaiwaki parce que ni bushiko. L'État anafanya kazi yake. On n'en disconvient pas. Anapomona quelques maisons ile ilikuya mukachikacha. Nous allons donc revenir ensemble sur les détails, les moindres détails de l'élément qu'on vient de suivre tout à l'heure. Monsieur Détou, j'ai une question particulière d'abord. Avez-vous déjà perdu un proche? Oui, mon père. On l'a enterré. Il est décédé le 5 janvier 1992. Et nous l'avons enterré au cimetière Penga Penga. Et j'ai mon grand frère qui a mis longtemps à l'extérieur. Lorsqu'il est rentré, il était question à ce que toute la famille l'amène au cimetière pour qu'il se recueille sur la tombe de papa. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, on avait une référence, c'était une termitière. On l'avait enterré juste à côté du termitière. Mais chose surprenante et désolante, nous avons rencontré un troubéant. La tombe de mon papa a disparu. Et donc, ne sachant pas qui avait posé cet acte, la moindre des choses serait de se confier entre le maître de la justice, où j'ai saisi mon conseil, qui a porté plainte contre inconnu. Et le dossier est sous instruction au niveau du parquet général, pour qu'on sache exactement qui avait profané la tombe de mon papa, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas exhumer les ossements pour qu'on l'enterre même à Kassangi,
ben voilà, c'est difficile à accepter, ben voilà, c'est arrivé, mais je voudrais bien que la justice soit faite, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quelques éléments de preuve de personnes qui ont vendu avec des actes de vente, qui avec des actes de cession. Ok, oui, ben on va y arriver, M. Detou. Donc, ce que je voulais juste savoir, c'est dans quel état, à la place de ces victimes aussi, puisque aujourd'hui vous nous surprenez, vous nous apprenez que vous êtes aussi victime de profanation, comment vous sentez-vous exactement de voir que la personne, vous l'avez laissé à un endroit précis, mais après, il n'y a plus rien? Ben, ça fait très mal au cœur, ben, chaque fois quand on a ce genre de situations, des surprises désagréables, on a des larmes aux yeux, mais ça fait très mal. Nous voudraient bien que nous puissions à un certain niveau être justifiés, parce que la profanation des tombes est punissable par la justice. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et donc ce soir, mesdames et messieurs, au-delà de ce témoignage, je vais vous proposer deux autres expressions profondes de l'amertume qu'ont pu ressentir toutes ces personnes qui n'ont pas su retrouver les corps de leurs proches jusqu'aujourd'hui, qui ne savent à quel saint se vouer. Je vous propose ce témoignage choc. J'étais profondément choqué. C'est incroyable. J'ai eu le sentiment de tenir un deuxième deuil parce que vous savez, quand vous perdez un être très cher, vous mobilisez toute la famille, vous organisez le deuil, vous pleurez, il y a des cérémonies et puis vous faites des cérémonies d'adieu. Mais quelques temps après, on vous dit non, la tombe de votre proche, particulièrement pour moi c'était ma mère, a été complètement profanée. J'ai eu l'impression qu'on m'a remis sur un deuxième deuil. Et maintenant que nous parlons, j'ai le sentiment d'un individu qui n'a pas encore enterré ses parents. Donc je me sens un peu dans cette démarche-là pour aller enterrer une deuxième fois. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un deuil en famille. Vous voyez l'atmosphère qui règne, le sentiment que vous vivez, l'émotion. C'est cette intimité-là qui refait surface maintenant. Et pourtant, ma mère était décédée en 1996 et aujourd'hui, nous sommes en 2019. J'ai le sentiment qu'elle vient de mourir aujourd'hui et je dois aller l'enterrer. Est-ce qu'il y a des conséquences? Puisque celui qui a construit a payé. Parce que même dans une certaine spiritualité, si vous entrez au cimetière, vous déposez un peu d'argent pour avoir le feu vert. Mais cette fois-ci, ils ont acheté. Ils ne sont pas allés là demain. Alors les conséquences possibles sur le plan spirituel pourraient tomber sur celui qui a autorisé, qui a empoché de l'argent. Témoignage choc donc que nous découvrons de ces personnes qui ont été victimes de profanation de tombes. Revenons donc sur cette journée du 1er août 2019. Je commencerai par vous, Monsieur Jean-Luc. On sait que la société civile s'intéresse à ce type de questions. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous d'abord de cette journée, spécifiquement de cette journée du 1er août 2019? Oui, c'est... Mon impression, c'est d'abord que est-ce que nous sommes encore africains? Est-ce que avons-nous une identité? C'est ça la question que je suis en train de me poser. Quand je suis tous ces événements, je me pose encore la question, qui sommes-nous? Parce que se connaître, c'est aussi avoir certaines valeurs. Se connaître, c'est avoir aussi certains principes. Quand vous avez une identité, donc vous savez ce que vous êtes, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Mais ce que nous vivons, est-ce que c'est ça un Africain? Est-ce que c'est ça un Congolais? Alors là, vous parlez de la profanation des tombes, vous parlez de la spoliation, vous parlez des violences qui ont eu lieu le 1er août. On peut être précis. Oui, je parle du tout. Parce que
nous savons qu'un Africain, c'est l'arbre de palabre. Nous savons qu'un Africain, la mort, elle est respectueuse. Nous devons respecter les morts. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand un corps passait sur la route, nous, en tant qu'enfants, on nous obligeait d'aller dans la maison. Quand tu as vu même le corbillard, on nous mettait le charbon aux oreilles. Le respect des morts. Le respect des morts. Et quand un corbillard venait, tout le monde s'arrêtait. C'est quand le corbillard te dépasse que tu peux continuer ton chemin. Alors, monsieur Jean, vous voyez ces valeurs-là, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes qui? Parce que, au fait, nous devons poser certains actes en nous identifiant quelque part. Donc, ici, nous avons perdu notre identité. Nous ne sommes ni africains, ni congolais. Qui sommes-nous? Alors, monsieur Jean-Luc, la question, je repose ma question. Quelle lecture faites-vous donc de cette journée et des violences qu'il y a eu? Oui, la lecture est très simple. Nous ne sommes ni africains ni congolais. Et de deux, nous avons perdu nos valeurs. La lecture est très simple. Quand vous êtes un vrai Africain, vous ne pouvez pas, quand on n'a pas encore déplacé un cimetière, aller construire. Même si vous avez acheté. Nous avions le respect. J'ai voulu pour dire quoi, en définitive? C'est que le respect des morts, c'est une valeur intrinsèque des Africains, de Congolais. Partout, quand vous regardez les cimetières, sont respectés. Mais maintenant, quand nous arrivons à ce niveau ici... Non, mais monsieur Jean-Luc, la profanation des tombes, c'est pas qu'une question congolaise. On va être d'accord avec vous. Parfois, les inciviques peuvent être partout. Incivique, oui. Incivique pour 100 tombes. Incivique jusqu'à avoir une maison que quelqu'un a construite. Ça, c'est plus l'incivisme. La profanation, c'est plus l'incivisme. C'est au-delà de l'incivisme. C'est au-delà de la perte de l'identité. L'incivisme, c'est encore bien. C'est encore tolérable. Mais quand vous allez jusqu'à la profanation, nous parlons de la profanation, mon frère. La profanation, c'est-à-dire que tu ne connais pas ce que tu es, tu te permets de faire ce qui arrive sur la rue. C'est ça, la profanation. Parce que tu es allé au-delà de l'incivisme. L'incivisme, on pouvait encore voir, tu vas, tu creuses, tu ramasses, si c'est l'habit qui a été là-bas, on parle encore de l'incivisme. Mais quand on va jusqu'à la profanation, ce n'est plus de l'incivisme, c'est au-delà de l'incivisme. C'est perdre toute une civilisation. Donc, ça veut dire pour moi, la lecture est très simple. Ceux qui ont acheté, ceux qui ont vendu, tous n'ont plus d'identité. Tous ceux qui sont partis aussi piller les maisons n'ont plus d'identité. Pourquoi? Parce que celui qui a profané, qui a construit sa maison, celui qui a vendu, toi qui vas détruire la maison pour piller, d'abord ce n'est pas une culture africaine, piller. Ce n'est pas une culture africaine. On parle de justice populaire. Mais justice populaire, ça ne veut rien dire. Les gens se sont rendus justice peut-être parce qu'ils ont vu l'inaction de l'État. Oui, l'inaction. Ou la complicité même parfois. Il y a certains qui vont jusqu'à dire la complicité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parlons de l'inaction et de complicité. Fallait-il attendre seulement le premier? N'est-ce pas là aussi l'inaction des citoyens? Mais ce n'est que le premier où on va visiter les morts. Donc oui, mais c'est d'abord ça une mauvaise culture. C'est d'abord une mauvaise culture. Parce qu'il y a parfois, je me rappelle, qu'il y a un maire qui vivait dans cette ville qui disait les tombes sont devenues très sales. Est-ce que les responsables de ces morts-là ne peuvent pas aller nettoyer le cimetière? Ça s'est passé dans cette ville. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Et nous-mêmes, nous oublions nos morts. Nous attendons un jour X, une fois par an, pour aller savoir ce que ça se passe. Je veux bien que ça soit établi officiellement. Mais je voudrais bien que nous puissions revenir à notre culture. Quand je suis dans mon village, est-ce que j'attends le 1er novembre pour aller voir les tombes de nos morts? Voilà, on va y arriver, Monsieur Jean-Luc, on va y revenir. Monsieur Détou, j'aimerais aussi que vous nous parliez un tout petit peu du sens que vous donnez à ces violences et ces habitants. Est-ce que vous pensez vraiment que la réaction était proportionnelle au préjudice subi? Ben, écoutez, c'est comme mon cas. Moi, j'ai préféré suivre la voie de la justice parce que je ne peux pas me rendre justice. C'est là qu'ils se sont rendus justice le 1er août. C'est juste un mouvement de masse. Et je crois qu'ils ont effectivement ciblé les victimes parce que les réactions à chaud ont conclu les acteurs principaux de ce que nous avons déploré le 1er août. Et donc, c'est une situation. Vous savez, le cimetière, ce sont des espaces sacrés. Et quand c'est sacré, on n'y touche pas. Même si le cimetière est désaffecté, lorsqu'on enterre la dernière personne après 50 ans, on ne les désaffecte pas pour attribuer à des personnes vivantes pour y ériger leur maison. On désaffecte le cimetière pour le réenterrement, si vous le voulez bien. On ne dit pas qu'on désaffecte le cimetière après 50 ans et après qu'on ait enterré la dernière personne 50 ans après, et on désaffecte pour créer un lotissement. Non. C'est-à-dire on désaffecte pour continuer avec les activités d'enterrement. Mais ce n'est pas le cas avec les Ce n'est pas le cas. On l'a vu. Oui, ce n'est pas le cas. Les gens ont pris l'exemple, à chaque fois ils avaient dans la bouche le cimetière Kra, tous ces cimetières aujourd'hui où on voit fleurir des maisons. Ben écoutez, malheureusement pour nous, parce que ce sont des domaines publics de l'État, et les domaines publics, ici il faut nuancer les choses, il faut différencier les choses. Nous avons deux façons de gérer la terre. Nous avons la terre du domaine public de l'État et nous avons la terre du domaine privé de l'État. Les espaces verts sont gérés par le domaine public de l'État. Et ceux-là qui ont le pouvoir sur le domaine public de l'État, c'est la mairie. Et le domaine privé de l'État, c'est une exclusivité de la gestion des affaires foncières. Et nous avons les cimetières au jour d'aujourd'hui que nous déplorons. Vous avez épinglé un point. Où est parti le cimetière de Makolongulu? Où est parti le cimetière du Kra? Où est parti le cimetière du quartier cité Caravia? C'est-à-dire, nous ne savons pas exactement, ça disparaît. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, ce sont des personnes vivantes qui y habitent, tout en oubliant l'histoire de nos aïeux. Vous savez, lorsque vous perdez quelqu'un, vous le portez à cœur, vous ne accepterez jamais à ce qu'il puisse disparaître. À chaque fois qu'on se rend le 1er août, raison pour laquelle on a créé le 1er août, c'est pour qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on médite sur la personne que nous avons perdue dans la famille. Ceux-là qui ont posé ces actes, ils oublient que demain après-demain, ils mourront. Et lorsqu'ils mourront, ils seront enterrés dans leur maison parce qu'ils sont en train de faire disparaître les cimetières, les espaces où un jour, ils seront reçus. Voilà. Et donc, Monsieur Détou, on va revenir avec vous maintenant sur les questions profondes, les questions en profondeur, parce qu'on doit évidemment établir de responsabilités, puisque cette question, ce sujet du 1er août est venu donc dérouler une série de questions sur les pratiques même et procédures dans la gestion des terres que dans la gestion des cimetières. Vous venez de le dire, 30 ou 50 ans, ça dépend des types de pays, sont requis pour désaffecter un cimetière. Et Penga Penga serait inscrit donc dans cette catégorie des cimetières cinquantenaires. Mais aujourd'hui, après saturation vers les années 2012, une décision que l'on peut considérer aujourd'hui comme une décision verbale a été prise par l'ancien maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda, interdisant ainsi tout enterrement dans ce cimetière. Pourtant, les dates sur les croix l'indiquent, aussi bien que les témoignages des habitants aux environs du cimetière Penga Penga. L'enterrement illicite et clandestine continue au cimetière Penga Penga. Je vous propose cet élément signé Chanel Chikou et Gaël Ndaï. Au lendemain de la profanation, la ville était encore sous le choc. On croise dans le cimetière quelques personnes qui continuent à chercher où était enterré le leur.
En parcourant Penga Penga, nos enquêteurs s'arrêtent sur une tombe récemment rangée sur laquelle on a écrit « Pardon », une autre façon de supplier les inciviques à ne pas la détruire. Les inconnus inciviques cassent les tombes dans l'objectif de retirer les fers à béton, un trafic qui se porte bien. Fermé pour saturation en 2015, le cimetière Penga Penga est victime des inhumations clandestines et plusieurs responsables administratifs sont cités, comme nous éclaire Junior Mwamba, un jeune garçon vivant dans le cimetière et chargé d'arrêter les profanateurs dans la nuit. Mais pourquoi on va kushikana na bout non? Bushiku paraît-il. Bale bantu shi tutasema vérité. Bale pa bureau, tulibambaka bengine. Anetujua sema miko mona 10%. Bale bona shikana. Bale mabena shika. Mais moi ça aujourd'hui cimetière va ifunga non? Utasema je devant chef. Yeye anasema dans le quartier Mumbunda, le plus proche du cimetière, c'est une stupéfaction. Personne ne comprend cette motivation. Cette affaire de profanation et de spoliation cartonne aussi sur les réseaux sociaux et fait la une des journaux. On regarde des images terrifiantes dont les tombes sont entièrement ouvertes et d'autres aplanies. En vue d'éviter le pire, certaines familles ont vidé les tombes de leurs proches pour les enterrer ailleurs. Le premier route, j'ai dit, Barkouya, on a contrôlé, on a tout ça sanduku. Toujours dans ces vieux cimetières, les accusés fabricants de briques et ceux qui y vivent ont détruit les tombes en abandonnant à l'air libre des ossements. Qu'en est-il de la sécurité pour arrêter la profanation, la spoliation et les vols collectifs de fer à béton? Qui sont ces profanateurs et pourquoi commettent-ils ces actes? Un élément donc qui revenait sur les inhumations clandestines ainsi que les vols qui ont lieu régulièrement au cimetière Penga Penga. Je rappelle que vous êtes sur Malaika Télévision et vous regardez Le Vent de la Liberté. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur ce plateau. Le numéro 090 52 50. Vous nous envoyez des messages via WhatsApp ou des messages via SMS. Nous avons la possibilité d'enrichir les débats sur ce plateau avec nos invités. Je rappelle que nous recevons M. Detou Katuta. J'aimerais bien vous poser une question. Saviez-vous que parfois il y aurait des inhumations clandestines? Bon, je ne sais pas exactement s'il y aurait des inhumations clandestines. Je sais qu'au niveau de la mairie, il y a un collaborateur de M. le maire qui a la charge de gérer le cimetière. Je crois que la personne m'y est indiquée pour pouvoir répondre à cette question. Mais avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand j'ai suivi le tout premier témoignage, il y a une maman qui a dit j'ai enterré c'est pas un membre de la famille en 2014. Et en 2014, ça fait déjà 2 ans, lorsque la décision verbale de M. le maire, à l'époque, Sangouza Mutunda, interdisant, parce qu'il a ayant constaté la saturation du cimetière, mais 2 ans après, c'est-à-dire on a continué à enterrer. Alors, qui a de cette autorisation-là? Qui a autorisé cet enterrement? Mais le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza, on sait que les autorisations ne sont pas verbales. À la mairie, c'est l'administration publique. Exact. Elles doivent être écrites. Exact. C'est-à-dire, c'est comme à la conservation des titres immobiliers. Vous êtes conservateur, vous avez vos collaborateurs, chacun dans son secteur, essaie de vous appuyer pour pouvoir mener à bon port votre ministère. De la même manière, au niveau de la mairie, c'est la même chose. Et elle est préposée par rapport aux collaborateurs qui gèrent les cimetières et d'autres qui gèrent l'environnement et autres. Mais ici, nous sommes en train de vouloir comprendre comment est-ce qu'un collaborateur du maire de la ville peut autoriser l'inhumation après l'interdiction après avoir constaté que les cimetières. Je vous informe qu'aujourd'hui, au Sapin 2, on continue à enterrer en superposant les cercueils. Parce que les sapins 2 est totalement saturé. Mais écoutez, si vous avez un peu de moyens, vous pouvez superposer votre très cher
frère ou sœur, un membre de la famille perdu, vous préférez l'enterrer au sapin 2, vous pouvez le superposer sur la tombe de celui qui avait été enterré il y a 5 ans, 6 ans. Ce sont des choses que nous devons réprimander. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on établisse des responsabilités. C'est la démarche que j'ai menée au niveau de la justice pour que la justice établisse la responsabilité de celui qui autorise les enterrements dans le cimetière saturé. Le maire de la ville a dit que le cimetière était saturé. Pourquoi est-ce qu'on autorise encore? Qui autorise? Le maire de la ville a-t-il signé un arrêté portant décision? Là, il faut vérifier. Parce que jusque-là, nous avons demandé cet arrêté, on n'a pas pu. Savez-vous qu'à Penga Penga, il y avait des avenues à l'époque du feu P à Sonam, le feu Kaseba Makunko, il y avait des avenues. Et lorsque vous avez votre corbillard, vous pouvez l'amener jusqu'au caveau. Aujourd'hui, on a intérêt un peu partout ici, là-bas. C'est-à-dire aujourd'hui, vous déposez le véhicule au niveau du cimetière, non, sur la route principale, l'avenue circulaire ou l'avenue des cimetières, vous transportez les cercueils sur les épaules jusqu'au caveau. Ce n'est pas normal. Et où sont parties les avenues? Donc on pense, est-ce que vous pensez, monsieur Jean-Luc, je vous pose une question précise, est-ce que vous pensez que la mairie entretient un flou, une désorganisation, un désordre pour créer d'autres circuits de génération de revenus qui seraient illicites? D'abord, c'est plus regrettable que ce soit une ville de Lumbashi. Une ville de Lumbashi, un maire prend une décision par la parole. C'est d'abord une honte de notre administration. Parce qu'une administration, ce sont les écrits. Une administration, ce n'est pas ta parole. Une administration, c'est d'abord les écrits. Et en plus, quand nous allons en profondeur, est-ce que vous pensez que les gens vont enterrer d'une manière clandestine? Non. Ces gens-là ont des autorisations. Est-ce que vous en avez les preuves, monsieur? La preuve, je vais vous dire. Il peut tirer la preuve de l'image que vous avez listée tantôt, parce que les préposés... L'autorisation. Non. Quand on dit qu'elles sont clandestines, donc les gens peuvent entrer au cimetière à n'importe quelle heure. Déjà qu'on... Vous pensez que c'est de même? Et d'abord, une question, s'il vous plaît. Allons dans l'administration. Pourquoi d'abord le cimetière de Penga Penga n'est pas clôturé? Parce qu'on perçoit l'argent. C'est un espace réservé. On est au centre-ville. Pourquoi cet espace n'a pas été protégé par la ville? Ça, c'est d'abord un manquement. De deux, une administration normale doit avoir des répertoires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous fournir les répertoires sur base duquel l'autorité a pris la décision de fermer Penga Penga? Et puis, quand nous allons en profondeur, vous voyez ce garçon-là qu'on nous a montré, il dit quoi? Il garde quoi? Est-ce que le cimetière doit être libre comme le vent? Donc, ça veut dire qu'on a fait un manquement grave aux responsabilités. Donc, la mairie a manqué dans ses responsabilités. Dans ses responsabilités, allons plus loin même au sapin. Il n'y a pas de clôture. Il y a au moins des gardes. Puisqu'on nous informe que le cimetière de Penga Penga n'a plus de garde, il y a sur base de quoi? Que l'ancien garde du cimetière Penga Penga était décédé, M. Maloba, paix à son âme, et jusqu'à ce jour, aucune décision de nommer un nouveau garde. Peut-être parce que le cimetière est moi, je vais aller un peu plus en profondeur. Vous voyez, le gars là dit, on donne 10%. Mais il y a d'autres images qui sont passées. Et dans ces images-là, on nous montre qu'il y a des gens qui donnaient la permission. Donc cette permission, vous voyez comment ça se passe? Allons d'abord dans la procédure pour aller enterrer. Commençons par là. Vous arrivez à la mairie, vous demandez l'autorisation. Il y a un service d'inhumation. Et ce service d'inhumation, quand vous avez déjà tout payé, c'est eux qui appellent le garde du cimetière. Donc, ça ne se passe pas au hasard. Comment est-ce que ce monsieur va aller juste faire un enterrement clandestin à Penga Penga? Il ne va pas à Luano, il ne va pas à Kachamata,
ou il ne va pas ailleurs. Donc, ça dit qu'on lui a dit, va à Penga Penga. Ce n'est pas du hasard. Personne qui est africain, ils se réunissent dans leur famille, ils ont perdu un oncle ou un frère ou un enfant, ils se disent, allons la nuit l'enterrer. Non. Vous pensez qu'ils ont des autorisations? Si. Parce que la décision d'abord, elle est verbale. De la fermeture. Mais qui ne nous dit pas que même l'autorisation aussi est verbale? Donc ça veut dire que nous devons recadrer la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous devons recadrer pour leur rappeler ce que c'est une administration. Parce que, en fait, tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est un problème administratif. Même s'il y a tout ce qu'on peut raconter, l'administration a failli. Alors on nous apprend que M. Cyril, qui est l'administrateur général de la mairie, a été suspendu par le maire. Est-ce que vous pensez que la mairie se reproche de quelque chose? Monsieur Détou, cette question vous est adressée. Est-ce que vous pensez que la mairie se reproche de quelque chose? Je ne peux pas dire que la mairie se reproche de quelque chose. Par contre, la personne qui a pris la décision de pouvoir suspendre M. Cyril, qui est l'administrateur, qui était, en fait, je ne sais pas s'il est où il était. Il est suspendu. Il est suspendu, oui. Qui était l'administrateur général de la mairie et la personne chargée à pouvoir autoriser les inhumations. En fait, c'est lui qui gère les cimetières dans la ville de Lubumbashi, c'est M. Cyril. Puisque vous m'informez qu'il a été suspendu, c'est peut-être par rapport à la déception de son attitude. Je vous informe, puisque vous l'avez cité, sauf erreur de ma part, M. Cyril a travaillé avec le feu Kaseba Makoko. M. Cyril a travaillé avec M. le maire Sangouza Mutunda. Au jour d'aujourd'hui, il travaille avec le maire Lubaba Boulouma Gila. Mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a toute cette expérience, une expérience par rapport à sa façon de travailler, il induit le maire de la ville aujourd'hui en erreur. C'est-à-dire le maire est déçu du comportement de son collaborateur. Mais c'est une responsabilité, il est le maire de la ville. Je pense qu'en tant que maire de la ville, on ne va pas que s'appuyer sur ses collaborateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous savez, la ville est trop grande, il y a plusieurs problèmes à gérer. Pourquoi est-ce qu'on met les collaborateurs à côté? C'est pour que chacun dans son secteur puisse vous aider. Mais on est le répondant. On reste répondant. Effectivement, on est répondant, mais lorsqu'on constate qu'un collaborateur vous a induit en erreur, il faut prendre des mesures sur le plan de l'administration. Moi, j'applaudis l'attitude de M. le maire, j'applaudis la décision de M. le maire. Parce que si le maire n'avait pas suspendu la personne qui gère les cimetières, il serait complice. Cela veut dire aujourd'hui, il s'est dit, mon collaborateur n'a pas travaillé correctement. Est-ce que ce n'est pas qu'un bouc émissaire? Je doute fort parce que le maire n'a pas fait longtemps ici. Le maire est là, je ne sais pas s'il a même une année ou pas, je doute un peu parce que... Une année et demie pratiquement. Une année et demie. Mais son collaborateur a travaillé pendant plusieurs années. Vous imaginez, vous travaillez avec trois maires de la ville, vous échangez. Kaseba, Sangouza, Lubaba, au même poste, la même gestion, mais vous ne savez pas aider votre chef. Parce que là, quand vous avez suivi les images, il y a ceux-là qu'on a intérêt il y a 2 ans. Mais au cimetière Penga Penga, il y a les préposés de la mairie. Lorsqu'on a spolié, je vous informe que la spoliation va jusqu'à 15 hectares. Et les maisons qui ont été démolies avant le 1er août, c'est à peu près 300 maisons. Et au-delà de ça, au-delà des 300 maisons, on a essayé de récolter, les enquêteurs sont là, ils ont collecté à peu près 400 décharges, y compris les actes de vente, où les préposés, les agents sous la gestion de M. Cyril ont vendu. On va y arriver, on va y arriver. Je crois que vous allez nous fournir les éléments. On va y arriver. Monsieur Jean-Luc, dites-nous. Moi c'est surprenant. Parce que, en fait, quand je regarde, quand vous suivez les déclarations de ceux qui ont acheté, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'une année. C'est depuis 2012, 2010 qu'ils achètent. Moi, j'ai suivi où les gens ont montré les documents qu'ils ont achetés depuis 2012. Donc, depuis 2012, ça veut dire que ce n'est pas sous l'administration Boulouma. C'est l'administration Sangouza. Sangouza. Donc, je suis en train de dire quoi, en fin de compte? Nous devons respecter
l'administration de notre pays. Est-ce que la mairie a droit d'avoir c'est quoi? Administrateur général. Général. De quoi? C'est quelle administration? C'est quel texte qui nous donne qu'il y ait un administrateur général à la mairie? C'est quel texte? Nous avons tous les textes de la libre administration sur la décentralisation. Il n'y a aucun texte qui donne à la mairie d'avoir un administrateur général. Administrateur général de quoi? Parce qu'il y a un service. Le maire ne traite qu'avec le chef de service. Il ne peut même pas avoir un DIRCAP. C'est prévu où? D'abord, nous avons un problème de notre administration. On crée des postes par rapport aux sentiments. Et ces postes, on prend les attributions des services techniques, on donne à ses proches. Et voilà les conséquences. Alors moi j'ai une question, mes questions sont précises. Est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité du répondant de la mairie? Puisque le maire de la ville arrive à la tête de la mairie, 4 mois plus tard, il fait une descente sur cette même histoire de Penga Penga, on reviendra sur les images tout à l'heure, et il déclare qu'il va falloir détruire. 4 mois après sa prise de fonction. Mais la démolition n'intervient que le 25 juillet 2019. Donc, presque une année plus tard. Dites-nous, dans quel type d'administration on va décider un jour et puis on attend une année pour venir démolir? Mais je suis en train de vous dire, administrer c'est d'abord quoi? Administrer c'est prévenir. Administrer c'est contrôler. Bon, administrer c'est décider. Bon, quand vous constatez que ce qui est en train de se faire n'est pas normal, pourquoi vous devez attendre une année? Vous en prenez une responsabilité. Je ne cesse de dire, le maire actuel n'est pas auteur, mais il est responsable moral. Parce que quand il est arrivé, il a fait tout ce constat-là. Il devait se décider. Vous savez, depuis 4 mois jusqu'à aujourd'hui, combien de maisons se sont ajoutées? Combien de maisons? Il pouvait même prendre une décision d'arrêter toutes les constructions nouvelles. Il n'a pas pris une décision. C'est une irresponsabilité. Donc nous devons comprendre que quand on vous met responsable d'une entité, vous devez répondre à tout. Maintenant, quand vous vous dites, ce n'est pas moi, c'est mon prédécesseur. Mais quand vous êtes, c'est une institution. Les personnes passent, mais les institutions restent. Donc vous prenez et le passif et l'actif. Monsieur Jean-Luc, puisqu'on parle déjà des responsabilités dans cette affaire, on va revenir sur la grande chaîne de responsabilité. Dans cette chaîne de responsabilité, il y a un nom qui revient sur toutes les bouches. Il s'agit de monsieur Patrick Badibanga. Ce nom revient pratiquement sur toutes les bouches de ces personnes qui brandissent parfois des documents. Et Patrick Banga ne serait quelqu'un d'autre que le chef de quartier du quartier Mumbunda. Et on va revenir en images sur les faits. Pourquoi les gens citent Patrick Badibanga dans cette affaire? Il s'est justifié, on regarde les images. Penga Penga incite à problème. Nous y arrivons quelques jours après le passage des commissions parlementaires. On y rencontre à notre arrivée Junior Mwamba, un jeune vivant dans ces cimetières depuis quelques mois. Grâce à lui, nous découvrons plusieurs réalités dans l'affaire profanation des tombes. Nous ne sommes pas prêts à y croire, cependant les faits tels qu'expliqués font frissonner, sans peur, et surtout qu'il est victime de la démolition par la mairie peu avant le 1er août 2019, Junior Mwamba dénonce. Cadre de base, Wabadibanga, Oulento Chansaka Touboul, ni Mwemba, Ego Mak, Kule Kumeri, Bana Yuan, Barguakum, la Major Malale, Ego Paka Kule Kumeri Kulu, Ego na Mampango, Kila Muntu, Moya Moya Umu, Malale Mpango wake ya kwanza, Yole Makure Kishukuru, Atenga Kanisi, Pango wake ya pili, Ego Pale Yulu, Trabeba tena mwingine, Esther, ni policier, ni mtotake ya Malale. Eko na mpango OPJ Michel njo mwenyewe bali mutumaka kwa Badibanga base kujisha na ule mashari kuyaka chef de quartier Bertin. OPJ Michel arujisha. Mapapie hapo tuko nayo. Tutaleta kila muntu nimero yake. Na mpango yake. Nous approchons d'autres victimes de la démolition. Celles-ci se plaignent et promettent de vivre ici
malgré les intempéries. Tubuli ya clan modi bapati ya ndia bana yenga kabula meshi bana yenga taravia bana yenga taba bana yenga paka penga penga ndio tutafanya nini hawezi kutuachia na shitu yenge. Triste réalité, pourtant vraie. Penga Penga est non seulement profané mais aussi spolié. Qui est Patrick Badibanga, l'homme sur les lèvres de plusieurs spoliateurs? Comment est-il arrivé à vendre les cimetières? Nous les rencontrons à son bureau. Les chefs de quartier Mumbunda rejettent les accusations portées contre lui. Quand on a un acte de vente, il est vendu pour brandir, c'est mon chef de quartier. Chef de quartier, chef de quartier. Nous 3 mois il n'a foigné. Minjo mirujisha ile ma hectare yote ikulu kupenga penga. C'est faux. Nous l'écoutons déjà à chaque coup la cimetière penga penga à 90%. Je pouvais approcher tout le monde. Comme idéologie, pour que Bachendele n'a couché à terrain, Bachendele n'a pas fait ma tombe. Ou les garçons juniors, n'a pas très bien. Chaque mbamba à plusieurs reprises. Na max de vente que nous avons. À plusieurs reprises, na bibiaki. Beko roisha mampango mu cimetière bana pasula na ma outillage ngé bankala na misho bambaka nguna yoko. Alors on revient sur ce plateau et on va y aller très vite. On vient d'entendre là les témoignages d'abord des victimes de cette démolition, mais aussi à monsieur Patrick Badibanga. Avez-vous déjà entendu parler de ce nom, monsieur Détouche? Je commence par vous. Par la presse, bien sûr. Et j'aurais appris qu'il a été engagé il y a seulement 6 mois. Et 6 mois de travail, voilà les résultats. Mais justement, venons-en, puisque vous êtes là, monsieur le coordonnateur des conservateurs. Quelle est la part, quelle est votre responsabilité? Parce que parfois, il est arrivé que dans ce dossier, monsieur Détouche, je vous le dis sincèrement, qu'on entende votre nom personnellement. On parle de monsieur Détouche et surtout sur la zone, la fameuse zone marécageuse au bord du cimetière, la fameuse zone qui a été détruite par les victimes de profanation le 1er août. Est-ce que vous reconnaissez avoir un lotissement ou une parcelle à cet endroit? Non, non, écoutez, la personne qui est en train de vouloir citer les noms des agents des affaires foncières essaye de déconcentrer la commission qui est sur le dossier. Il essaye de déboussoler l'attention de la commission. Ici, il s'agit de la mairie. Et quand on parle de la mairie, nous voyons l'administration générale, nous voyons les gestionnaires des cimetières. Vous comprenez? Et donc, là où, moi je suis non loin de là, nous sommes dans une concession qu'on appelle Montfleury. Il y avait la concession Kabwe Kaleza a morcelé. C'est là où plusieurs personnes sont en train d'occuper aujourd'hui. Ça n'a rien à faire avec la partie où il y a le cimetière. Les cimetières à ses limites connues. Il y a même une avenue circulaire qui contourne le cimetière. C'est connu. Et vous allez vous rendre compte que les gens, l'attitude des agents ou les victimes est claire. Ils accusent la mairie. Et lorsqu'on accuse la mairie plutôt, on est en train de vouloir comprendre que les gestionnaires du cimetière n'étaient pas à la hauteur, soit il est complice. Parce qu'on apprend qu'il a même aussi quelques terrains dans le cimetière. Dans les lotissements, quelle est la part, quelle est la responsabilité? S'il y a un nouveau lotissement, quelle est la responsabilité de la conservation des titres immobiliers? Ici, il n'y a pas de responsabilité parce que nous sommes dans le domaine public de l'État. Le domaine public de l'État est géré par la mairie. La conservation a des responsabilités dans les domaines privés de l'État. Mais puisque la route a été apparemment intentionnellement tracée, regardez, quand on voit la route, le cimetière est à droite et à gauche, on dit que c'est un nouveau lotissement. Ce n'est plus dans le secteur public, ça devient privé, puisque c'est en dehors du cimetière. La concession de M. Kabwe Kaleza a été morcelée il y a maintenant 10 ans. C'est un nouveau quartier qui est vieux, tout simplement de 10 ans. Et la limite du cimetière est connue. Peut-être que s'il y a un avis contraire, la mairie pourrait être à mesure de vous produire les vrais coquilles et le limite du cimetière. Vous allez vous rendre compte que l'avenue, on appelait ça l'avenue circulaire, qui ceinturait le cimetière. Vous comprenez? Oui. Et donc, la ceinture du cimetière est connue. Qu'on n'essaye pas de distraire la commission. J'insiste là-dessus. Qu'on ne distraie pas la commission.
La commission doit devoir se concentrer sur les responsabilités civiles et les répondants, et les personnes civilement répondantes à des actes que nous déplorons tous, parce que moi aussi je suis, et toute ma famille, nous sommes victimes de cet acte de vandalisme, cet acte de profanation. La justice doit faire correctement son travail, que le répondant soit à mesure de présenter leurs moyens de défense. Ici, nous sommes en train de comprendre que les gestionnaires des cimetières a failli à sa mission. C'est ce qui prouve à suffisance que le maire de la ville, Baba, est déçu de son comportement. Ce n'est pas un bon collaborateur. Il a préféré le suspendre. Et ça signifie tout simplement, même lorsque vous êtes en train de suivre les images, on ne cite même pas un arpenteur, même pas un chaîneur des affaires foncières, même pas un géomètre, même pas le conservateur, même pas le chef de division, on ne cite que le maire. Oui, et c'est ce qu'a fait le ministre d'ailleurs. Monsieur Jean-Luc, je vous pose cette question. Le ministre arrive, il dit que dans ce dossier, il y a des chefs de quartier, il y a des bourgmestres, il y a des maires de ville. Comment vous trouvez cette approche du ministre? Non, mais c'est pour ça d'abord que je déplore qu'on ait fait une commission uniquement des services de l'État. On devait faire cette commission avec la société civile. Vous pensez qu'ils sont en train de se rejeter la faute? Oui, mais parce que, je vous dis, cette commission ne nous donnera rien à la fin. Parce que ça sera des amusements entre eux, les agents de l'État, et ça s'arrêtera là. Parce que la responsabilité totale est à l'État. L'État devait laisser la société civile faire cette commission pour arriver à lui donner les résultats et qu'on punisse les responsables. Mais vous pensez que entre eux là, ils vont un jour réunir la population et leur dire non, c'est le maire qui a tort ou c'est elle qui a tort? Jamais. Et puis, moi je suis en train de vouloir aider un peu. C'est la justice, c'est un dossier qui est devenu... Laissez mon frère, il n'y aura rien. Je vous dis, cette enquête va s'arrêter en cours de route, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, je vous rassure. Parce que, aussi, je suis en train de me dire, quand les gens commencent à construire, il y a des services pour ça. Il y a la division de quoi là? La division de l'habitat qui donne les autorisations de construction. Est-ce que vous pensez qu'ils ont laissé ces gens-là construire sans aller percevoir? Je vous dis, ces gens disaient clairement qu'ils payaient entre 25 et 50 000 francs pour avoir l'autorisation auprès du bureau du quartier. L'autorisation de bâtir, c'est comme ça qu'ils disent. Mon frère, il n'y a pas seulement ça. Moi, je connais bien les services de l'État. Qui peut laisser quelqu'un construire et les agents de l'État passent? Vous êtes en train de construire? Non, mais alors ça sera vraiment une exception. Si c'est cela, non, s'il te plaît, tu permets? Si c'est cela qui s'est passé, il n'y a eu aucun agent de service de l'urbanisme ou de l'habitat qui sont partis percevoir pour l'autorisation de construction, je me dirais, gloire à Dieu. Les agents de l'État ont grandi. Ils n'ont mais, pas été cités. Mon frère, nous devons, écoutez, ils peuvent ne pas être passés. Comment ils ont permis, même si ils ne sont pas passés percevoir, ils savent leur travail, non? Quelqu'un ne peut pas commencer à construire sans l'autorisation. C'est la loi. Ou bien nous sommes dans une jungle où tout le monde se permet ce qu'il veut, ou nous sommes dans un pays légal. Qui peut commencer à construire sans payer l'autorisation de construction? Qui? Alors, si ça se passe comme ça, si ça s'est passé comme ça à Penga Penga, je me dis, il y a quelque chose de flou qui se passe encore. Et je vous dis, je répète encore ma phrase, cette commission composée des agents de l'État, des ministères, ne nous donnera rien. Tous ceux qui ont déjà perdu, tous ceux dont les tombes ont été profanés, n'auront aucun. Est-ce que c'est une crise de confiance? Est-ce que vous voulez que la population... Ce n'est pas une crise de confiance, parce que légalement, prenons les lois. Nous sommes dans un pays qui est conduit par des lois. Quelqu'un construit une maison, il termine sa maison sans aucune autorisation. Et on lui laisse construire. Mon frère, ça ne se fait. Et puis, en plus, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. La mairie fait partie du ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas? Oui. La mairie, on constate
La mairie constate, la mairie ne réagit pas. Aujourd'hui, non, laissez-moi avancer. J'aimerais bien préciser, parce que les il a constaté. Il a écrit plusieurs fois au gouvernorat pour avoir les moyens de pouvoir faire cette destruction. Avançons. Mais aujourd'hui, mon frère, vous savez, les faits s'expliquent d'eux-mêmes. Le maire cherche les moyens pour détruire, on ne les lui donne pas. On constate que le 1er novembre et le 1er août, c'était le jour. Déjà, le ministère de quoi ça? Des affaires foncières commence à détruire. C'est la mairie qui a détruit. Non. On nous dit que moi, j'ai vu le ministre. Moi, j'ai suivi. On va vous emmener. Le ministre a fait la visite. Non, le ministre est parti. Est-ce que vous pensez que le ministre n'était pas à Penga-Penga? Il était à Penga-Penga le 24, voilà. Un jour avant la destruction, la démolition. Mais est-ce qu'il fallait attendre le 1er août? Donc, notre administration je veux dire, notre administration est événementielle. Alors, Monsieur Jean-Luc, Monsieur Détou, je vous prie de revenir sur cet élément, la visite du ministre des Affaires foncières, et aussi on va revenir sur l'ensemble des visites qui avaient été faites, notamment la visite du maire de la ville 4 mois après sa prise de fonction, et on revient pour finalement atterrir et se dire exactement où est-ce que cette histoire va aboutir, quelles sont les réparations possibles pour les victimes de profanation. On revient tout de suite. Qui est donc le vrai responsable? Peu avant la démolition des maisons construites dans les cimetières Penga-Penga, René Banza, ministre des Affaires foncières dans les Hauts-Katanga, reconnaissait la responsabilité de la mairie dans cette situation. Les gens cités dans cette affaire qui a commencé timidement depuis 2012, on nous parle des chefs de bloc, des chefs de quartier, des maires de ville, des bourgmestres qui sont impliqués dans cette affaire. Est-ce que nous, on a un cimetière? Maintenant, si nous ne pas comment on n'arrive pas 25 000? Il y a droit à terre. Qui se rappelle qu'à 50 000 il y a construction. Il est ma côté, on a ni bureau, tout le monde bureau. Ni PV de saisie. Tu as eu assez de kutosha PV de saisie, tu as gagné motoka ou bien parcelle, tu as parqué à Ojiché. Mais commander à la police, et il y a PV de saisie, on a saisi le Toubouri, en Ojiché. Tu vois ce que le document est commandant, Michel? Souillons la balle. Na policier. Na mambango yako ba. Na mambango yako ba. Major ba colonel ba capitaine. Batakuya ba nyumba babo. Nyumba rokasha kuyanga manyumba ba matera vide be konayo. Il faudrait saisir l'autorité judiciaire compétente. Lorsqu'on pourra reconnaître un coupable et on le condamne, le juge peut décider de la réparation. Et la réparation, comme il y a beaucoup de victimes sur ça, la réparation peut être une réparation corrective et l'autorité pourra peut-être demander à ce que l'État puisse reconstruire les tombes profanées. C'est une forme de réparation. La profanation des tombes et la spoliation des Penga-Penga commencent en 2012 après la fermeture du cimetière par l'ancien maire de la ville Jean-Oscar Sangoza Mutunda. Une fermeture faite sur parole, car jusqu'ici, pas des documents administratifs dûment signés. Voici les débuts du désordre. Un autre problème à ces jours est la délimitation du cimetière. La plupart des maisons détruites le 1er août 2019 seraient hors limite des Penga-Penga de la vie de ses occupants. Visiblement, un bras de fer entre les puissances, vues ici comme des autorités politico-administratives. Pour preuve, elles sont pour la plupart propriétaires des maisons pillées. Sasa nyumba ni nani? Mwenye nyumba ni nani? Ni leta Samuel. Ni nani jina yake? Ni Papa Zisi. Ni nyumba ya mtoto wangu mwanamke walichoma. Hapa wala natutia hapa tuko na boss mwenye wa hii nyumba Jean-Claude Nyembo Jean-Claude. Le malheur des Penga-Penga, c'est aussi les tombes des mangeurs des cuivres. Les premiers morts enterrés à cet endroit. Leurs tombes
construites en cuivre provoque la profanation au regard de la situation socio-économique précaire dans la ville. Kama unaangalia mubiro yangu muku ma fer à béton, muku ma barre de mine, tout ça hivi na hivi. Kuku bantu bo kaji yabo ni alingia mu cimetière 2h du matin. 23h. Kaji yake ni kubeba ma fer à béton. Et surtout pale bariwaka kusema jikamina jikaka ba travailleur ki bale ba kwanza ba tunataka sema manger de cuivre. Ariba jikaka na ma tôle en cuivre. Pale bantu va découvrir que pale bantu va jikaka ma tôle en cuivre, bananja kufuata ma tôle en cuivre mungu. Bananja kuitosha. Benda kuisha kwa kilo. Et inageuka ma tôle en cuivre, bananja kufuata na ma tôle ordinaire. Avant qu'on puisse établir la culpabilité et les responsabilités en droit des gens qui ont commis ces actes ignobles, il faudrait d'abord que nous puissions faire un arrêt sur le contexte dans lequel tout ceci est arrivé. À mon entendement, c'est une situation de dépravation des mœurs. À la mairie de Lubumbashi, tout le monde est sur ses gardes. Le maire Lubaba, via son attaché de presse, dit avoir entamé les processus de démolition 4 mois après son arrivée au pouvoir. Sur ces images de la mairie, l'autorité urbaine promettait une démolition sur le site il y a de cela une année. C'est un lieu sacré, on ne peut pas y avoir de résidences domestiques. Nous demandons à tous ceux qui ont construit sur ces cimetières de démolir par eux-mêmes à partir de la semaine prochaine. C'est la démolition totale et nous allons réactiver, nous allons remettre ces cimetières en bon état. Des interpellations au service de renseignement, des suspensions dans l'administration de la mairie, Pinga Pinga, un arbre qui cache la forêt. Alors on va être précis, puisqu'on est presque à l'atterrissage de cette émission, on va tenter d'être précis et d'apporter des réponses claires à toutes ces personnes qui attendent réparation. Monsieur Jean-Luc, je commence par vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice doit absolument s'imprégner de ce dossier et le faire arriver jusqu'au bout? Parce que vous parlez des commissions, mais la justice est où dans cette histoire? Bon, pour atterrir, c'est tout ce que je peux dire. On a mis une commission, j'ai pu appeler certaines autorités pour poser la question pourquoi la société civile n'était pas représentée. On m'a dit c'est le ministère de l'Intérieur. Et j'espère que le ministère intérieur en province gère aussi un peu la justice. Tout ce que nous pouvons dire en ce moment, c'est que justice soit faite. Ça, nous faisons confiance à notre justice. Avec tout ce qu'il y a comme amélioration et évolution, la justice fera son travail. Mais ce que j'aimerais, c'est demander à la commission que cette commission soit juste, que cette commission dégage, en tout cas, des responsabilités clairement établies et que les coupables soient punis. Parce que moi, je ne vois pas un chef de quartier se permettre de faire tout ce qu'on est en train de présenter, 400 documents, et construire. Ce n'est pas le chef de quartier. On a jusque-là de moins en moins de précisions à ce sujet. Ah, ok. Puisqu'il y a des noms, il y a d'autres noms dans cet ensemble d'actes de vote. Non, c'est que tout ce que je voudrais, c'est que cette commission dégage les responsabilités et que les coupables soient punis. Ce que j'aimerais demander aussi par rapport au ministère des Affaires foncières, c'est que quand un lotissement n'a pas été permis, qu'ils agissent vite au préalable. Parce que je sais que pour avoir un lotissement, il y a une autorisation de l'autorité. Si je ne me trompe pas. En tout cas, tout ce que je connais dans cette matière, je sais que quand on fait un nouveau lotissement, il faut qu'il y ait une lettre. Peu importe que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Parce que quand les gens commencent à construire, ça touche déjà à la gestion de la terre.
Quand ça touche déjà la gestion de la terre, donc ça veut dire que les affaires foncières sont déjà concernées. Donc, tout ce que nous pouvons demander à l'autorité, s'il n'y a pas eu une autorisation, moi je pense qu'on établisse les responsabilités et qu'on voit dans quelle mesure l'autorité peut soulager tant bien que mal ceux qui ont perdu les tombes de leurs membres de famille. Ça fera du bien. À la liste des accusés, si vous devez mettre les accusés à votre avis, on commencerait comment? Par qui? Moi, je commencerai par la responsabilité directe. C'est-à-dire? La mairie. La mairie. Vous pensez que la mairie est responsable de cette Direct. Parce que c'est dans un domaine que lui gère. Et puis, quand on regarde, on parle de Badibanga, on parle de ceci, c'est sous la gestion de la mairie. Donc, toutes ces personnes-là qui gèrent le cimetière et celui qu'on dit qu'il est en train de donner des documents font partie de la gestion de la mairie. Alors, sur le banc des accusés, qui d'autre, à part la mairie, à votre avis? Non, moi je pense que c'est à la mairie maintenant de déterminer. Parce que la mairie est responsable directe, elle est capable aussi de nous dire comment ça a évolué. Parce que vous voyez, le maire vient de dire, il ne pouvait pas y avoir, mais il a laissé faire. Ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avec les autres. Donc ça veut dire, à notre niveau, si nous voulons d'abord avoir une responsabilité, c'est la mairie. C'est à la mairie de nous fournir des éléments. Il y a déjà des suspensions. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc tout le monde pense qu'il faut des poursuites judiciaires à l'endroit de ces personnes qui ont posé ces actes. Voilà. Moi je pense que ça soulagerait tant bien, tant peu. Mais les gens qui ont été, dont les tombeaux ont été profanés, peuvent se sentir soulagés. Donc, ici, moi j'interpelle la mairie d'abord directement, parce que les personnes passent, les institutions restent. Quand vous prenez la responsabilité d'une institution, vous avez le devoir d'assumer et le passif et l'actif. Donc c'est à eux qui devaient remonter le problème au niveau peut-être supérieur pour arrêter cette hémorragie. Justement, c'était ça ce qu'ils devaient faire. Mais Monsieur Detou, on va finir avec vous. Parfois, on vous jette vraiment aussi des responsabilités. Il y a le cadastre d'une part, il y a les affaires foncières. Et pourquoi le ministre va faire la descente au cimetière si, comme vous le dites parfois, que ce n'est pas un lotissement privé? Merci beaucoup pour la question, elle est très belle. Je crois que le ministre a parfaitement joué son rôle. Il a rempli ses devoirs. Lorsqu'il apprend qu'il y a la terre qui est très mal gérée et profanée, son devoir c'est de pouvoir constater. Et la constatation était désolante. Pourquoi constater le 25 ou le 24 juillet, une semaine avant le 1er août? Il faut comprendre que constater plus tôt. Le ministère provinciaux ont été installés il y a moins de mois. Le ministre, je crois, il était au deuxième mois de sa prestation. Très rapidement, je vous informe que c'est un ministre très actif et il est rigoureux, il travaille correctement. Lorsqu'il a constaté, ayant été informé de la situation désolante, le devoir était de descendre sur le terrain, constater et faire le rapport à qui de droit. Il a rempli parfaitement. Et vous allez comprendre que c'est à l'issue de la descente du ministre provincial des Affaires foncières que tout le monde a bougé. C'est-à-dire son rapport était cohérent et précis. Ça poussait à ce que le maire puisse prendre sa décision, et nous applaudissions parce que le maire a cassé. Il a démoli à peu près, selon les rapports du conservateur qui gère la circonscription, où il y a Penga Penga. Il a dit dans une des réunions où j'ai eu la chance de participer, on a cassé 300 maisons. Et les 300 maisons ont été cassées lorsque le ministre provincial des Affaires foncières a présenté son rapport à son Excellence, monsieur. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous devons faire confiance. La mission, il y a plusieurs techniciens qui gèrent la terre, qui sont en train de défiler au ministère provincial des Affaires foncières. Cela ne signifie pas, s'il vous plaît, j'y arrive, ils sont en train d'être auditionnés pour pouvoir comprendre et établir les responsabilités civiles. Si la société civile n'avait pas été associée, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'autre voie pour pouvoir établir les responsabilités civiles en dehors de la société civile. Non. Ça, franchement, je dis c'est non et non. On ne doit pas aujourd'hui comprendre que si la société civile n'est pas associée
à la mission, cela veut dire cette mission-là est une mission défaillante. Mais au moins, ils alertent. Il faudrait. Ils alertent, mais écoutez, parce que ici on dit la mission ne va pas produire, mais ça, je suis vraiment désolé. On sent un calme. Non, ce n'est pas le calme. Le calme, écoutez, le calme, cela veut dire ils sont en train de mener les enquêtes. Vous pensez qu'on aura un rapport final? Je suis sûr et certain qu'il y aura un rapport final, un rapport responsable. Parce que la manière dont moi j'ai eu à participer à des réunions où on est en train d'enquêter, on enquête sérieusement. Et tous les services, je vous informe qu'il y a une délégation des élus de la province du Haut-Katanga, les députés nationaux, 6 députés nationaux, sont descendus sur le lieu pour pouvoir comprendre. Ils sont dans la commission. Vous pensez que nous ne pouvons pas faire confiance à nos députés provinciaux ou nationaux qui sont à Kinshasa? Ils ont quitté Kinshasa, ils sont arrivés à Lubumbashi pour pouvoir comprendre et ils sont en train de mettre la main à la pâte pour établir les responsabilités civiles. Aujourd'hui déjà... Seulement les poursuites judiciaires? Exactement, les poursuites judiciaires vont venir parce que aujourd'hui déjà au niveau de la mairie, on a dénoncé la personne qui a la responsabilité sur ses épaules. Okay. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir poursuivre sur le plan de droit pour que la seule façon de nous consoler, nous, victimes des profanations, de nos êtres, de nos très chers frères et sœurs, membres de la famille que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, c'est de punir. Et on doit punir parce que la mairie ou le maire, parce qu'il faut dire, monsieur le maire, vous a dit, voici la personne qui a sur ses épaules les infractions que vous êtes en train de chercher. La personne est mise déjà sur le plat. On ne connaît pas les savez, raisons de cette en principe, avec tout ce que nous sommes en train de suivre comme témoignage, la justice devait se saisir d'office du dossier. Parce que la cause de la suspension de M. Cyril, c'est la spoliation et la profanation des tombes. Il y a deux problèmes. Nous avons la profanation et l'occupation. On a profané et on a occupé. Qui a profané, qui a autorisé l'occupation? Et l'occupation est autorisée par quoi? Par quelques actes. Les actes qu'on a signés, ce sont les décharges et les actes de vente. Les personnes qui ont apposé leur signature sur ces documents-là doivent être arrêtées. Mais parce que tous ces mondes-là sont sous les épaules de M. Cyril, pourquoi le maire l'a suspendu? La justice devait saisir d'office. Mais ce sont des accusations, monsieur. Non, je n'accuse pas parce que nous avons constaté que le maire l'a suspendu pour... C'est quelle raison? C'est la spoliation. Des raisons? Non, c'est la spoliation. Et vous regardez dans tout ce que nous avons suivi comme illustration, témoignage, on n'a pas cité les affaires foncières. Parce que les témoignages sont accablants. Et les témoignages sont clairs. Les témoins qui sont en train de vouloir nous faire comprendre, nous mener sur, mettre la lumière sur notre sentier, ou les sentiers de ceux-là qui sont en train de mener la justice, sont clairs. Okay. Les sentiers est tellement clair, limpide comme l'eau de la source. Merci. Et donc au jour d'aujourd'hui, monsieur qui a été cité, même ceux-là qui ont occupé, on dit nous avons donné 25 000 francs à tel et tel, à 50 000 francs. C'est clair. Je suis en train de vouloir ajouter pour chuter. Nous ne pouvons pas indexer l'urbanisme, parce que l'urbanisme a toujours eu le temps d'aller dans les secteurs où on construit normalement. Apparemment, vous je ne défends pas, il faut être clair. Il faut être clair. Mais moi, je suis juriste. Je suis juriste et je suis en train de parler les choses clairement. Ici, il n'y a aucun témoignage qui cite l'urbanisme. Pourquoi on doit citer l'urbanisme sur le plateau? On n'a pas cité l'urbanisme. Les gens qui ont occupé les cimetières n'ont pas cité l'urbanisme. Les gens qui ont occupé les cimetières n'ont pas cité. Ils sont complices parce que quand vous voyez des gens en train de construire... Ils sont complices lorsqu'ils ont établi un document. Il n'y a aucune personne qui a brandi le document de l'urbanisme. Mais les maisons étaient en train de... Mais parce que l'urbanisme ne gère pas le secteur public. Soyons clairs et précis. C'est un secteur public. Lorsque le secteur vous voyez des maisons en train d'être bâties et vous, l'urbanisme, vous n'arrivez pas à vous renseigner et savoir s'ils ont l'autorisation de bâtir. Ils ont l'autorisation de bâtir ou pas. L'urbanisme n'a pas posé les actes dans le cimetière. Ça, c'est clair. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont fermé l'œil? Parce que ils ont fermé l'œil ou ce n'est pas de leur responsabilité? Non, ce n'est pas leur responsabilité. Soyons clairs. Il ne faut pas accuser les gens. Lorsque vous accusez les gens inutilement, vous allez déboussoler la mission. Il ne faut pas mettre sur le plateau plusieurs accusés. L'accusé est connu. L'accusé
est clair. Monsieur Detou, il vous faut voulez cibler. Nous orienter. Apparemment, vous vous orientez. Non, non, en fait, tout est clair. Moi, je n'ai n'ai pas... Écoutez, moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas enquêteur. J'ai suivi avec vous les illustrations ensemble. Moi, je suis en train de vouloir comprendre les témoignages. Les témoignages nous orientent où? Ça nous oriente vers la personne la mieux indiquée. Nous avons Badi Banga qui a été cité. Nous avons le chef de quartier. Au-delà de ça, il y a les actes, à peu près 400 documents. Je crois que c'est déjà entre les mains de la justice et on pense que la justice va pouvoir établir les responsabilités. Il ne faut pas citer les innocents dans un dossier qui ne les concerne pas. Moi, je ne suis pas de l'urbanisme. Moi, je suis invité, je vous honore et je vous dis sincèrement merci parce que vous me permettez. Peut-être que si je n'avais pas été invité sur ce plateau, l'urbanisme et les affaires foncières seraient indexés dans ce dossier. Et alors, les témoignages nous indiquent clairement que les deux services ne sont pas indexés. Merci beaucoup, monsieur Detou Katouta. Tout de même, il faut reconnaître que les débats ont été assez équilibrés ce soir sur ce plateau. Merci à vous, monsieur Jean-Luc, d'être passé sur ce plateau du Vent de la Liberté. Merci aussi à vous, monsieur Detou Katouta. On reste précis, je crois, cette émission. Vous la resuivrez sur les antennes de Malaika Télévision. Et aussitôt que des nouveaux éléments vont nous parvenir, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet parce que nous pensons qu'il est temps que les gens répondent de leurs responsabilités, répondent de leurs actes et nous aurons le temps de le dire régulièrement sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez écrit sur notre WhatsApp. Le numéro reste disponible. Vous avez des sujets, vous avez subi une injustice. Restez connectés avec nous et je crois que nous aurons le temps de voir de plus près toutes ces situations. Le Vent de la Liberté, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute la grande équipe qui nous a permis d'arriver jusque chez vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau dossier. On va cette fois-là piocher dans le monde des pasteurs. Un viol sur mineur a été fait dans une église dans la commune annexe. Regardez un extrait de l'émission de la semaine prochaine. Illégalité, abus de confiance, détournement de fonds, de biens et dérapage dans les églises quand les pasteurs sont pointés du doigt. Dieu le pasteur n'aime c'est pas qu'on a qui pas du fond que les groupes. Dieu tu kengala mne mushamba kanambia c'est Charlotte. Tunapenda kuambia c'est ni kuza les groupes na c'est ni kuza sable bazeze kwa bakuzalaka. Il faut Dieu n'tembe na we. Mai 2019, une affaire surgit dans une église dans la commune annexe. Une jeune fille d'à peine 14 ans se fait violer et se retrouve victime d'une grossesse indésirable. L'affaire réveille toutes les colères dans sa famille et dans sa communauté. Sauf que mina gamia sana kuleta batulete naye batueke mbele atuambie vile vidanzaka. Le dossier s'ébruite très vite et au sein de l'église, les langues se délient. Le pasteur est pointé du doigt et l'homme ne serait pas son premier forfait. Recherché par la police judiciaire, il aura fallu plusieurs semaines pour mettre la main sur ce présumé violeur, mais aussi pour nos enquêteurs d'attacher un visage à un homme. Quelle justice réservée à ces nouveaux corrupteurs moraux pris en flagrant délit? Comment filtrer ces églises et encadrer ces secteurs pour ressortir le vrai du faux et éviter le pire? Nous voyons dans une même avenue de 500 mètres, 4 ou 6 églises. Cela n'est pas permis. La loi l'interdit. Pourquoi ne pas nous réjouir si réellement c'est le nom de Jésus-Christ qui est prêché? Donc si ça se passe en ordre, gloire à Dieu. Mais nous déplorons quoi? Les désordres, la cacophonie, les scandales et tout ce qui se passe. Ça, en tout cas, ça nous indigne. Il y a plus d'églises qui opèrent dans l'illégalité qu'il y en a qui opèrent dans la légalité. Le Vent de la Liberté vous dévoile et analyse une affaire qui n'est ni la seule, ni la première, dans un milieu pourtant sacré, où malheureusement, la prolifération des églises, dont la moitié œuvrerait en toute illégalité, apporte son lot de problèmes. Une émission à retrouver le jeudi prochain à 21h juste. Vous étiez nombreux à nous regarder sur Malaika Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.